certains moments de nos vies, on peut être amené à s'interroger sur l'opportunité de demander une mesure de protection pour un de nos proches. Or, il faut rappeler que les mesures de protection destinées aux majeurs constituent en droit français une exception, car la règle générale, c'est celle de la capacité juridique acquise à la majorité. Effectivement, en France, la majorité est fixée à 18 ans. À cet âge, l'autorité parentale prend fin et chacun est en capacité d'exercer ses droits. Cependant, certaines personnes majeures ne sont pas en mesure d'accomplir seules certains actes de la vie civile, d'exercer leurs droits ou tout simplement de gérer leur patrimoine. Ces difficultés sont souvent liées à l'âge, à la maladie, au handicap ou encore aux accidents de la vie. Quelles sont les personnes qui peuvent être concernées par une mesure de protection ? L'article 425 du Code civil précise que toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique. La personne à protéger doit donc impérativement faire l'objet d'une expertise médicale par un médecin habilité par le procureur de la République. Pour autant, le seul constat d'une altération des facultés personnelles, qu'elles soient mentales ou corporelles, ne suffit pas. Le juge devra vérifier certains principes avant de prendre une décision. Quels sont ces principes ? Avant de prononcer une mesure de protection, le juge des tutelles doit vérifier 3 principes. Tout d'abord, la nécessité. La mesure de protection doit être indispensable et répondre à un véritable besoin. La subsidiarité. Aucun autre dispositif moins privatif ne peut s'appliquer, comme par exemple la procuration ou les régimes matrimoniaux. Et enfin, la proportionnalité. La mesure de protection doit être adaptée au degré d'altération des facultés de la personne à protéger. Concrètement, Stéphane, peux-tu nous exposer comment procéder pour faire une demande de mise sous protection ? Par exemple, toute personne est-elle fondée à interpeller le juge ? Le juge des tutelles ne peut agir que s'il reçoit une demande de la personne à protéger elle-même, de son conjoint, son partenaire de Pacs ou son concubin s'il y a encore vie commune, d'un parent, ascendant, descendant, frère, sœur ou d'un allié dans le sens famille par alliance, d'une personne qui entretient des liens étroits et stables avec la personne à protéger, de la personne chargée d'exercer la mesure de protection, dans le cadre par exemple d'un renouvellement de cette mesure, ou du procureur de la République. Toutes les autres personnes, médecins, travailleurs sociaux, directeurs d'établissement ou notaires, doivent saisir le procureur de la République qui appréciera l'opportunité de saisir le juge des tutelles. La demande de mise sous protection, appelée requête, doit-elle suivre un certain formalisme ? Oui, la requête qui doit être déposée au tribunal d'instance doit comporter l'identité du demandeur et ses liens avec la personne à protéger, un justificatif d'identité de la personne à protéger, sa situation familiale, patrimoniale, financière, la liste des personnes de son entourage proche et une description des faits qui rendent nécessaire la mesure de protection. Sous peine d'irrecevabilité, la requête doit obligatoirement être accompagnée d'un certificat médical établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République. Sauf avis contraire du médecin expert, le juge des tutelles a obligation d'auditionner la personne à protéger. Pour fonder sa décision, le juge dispose du certificat médical, de l'audition de toute personne de son choix, et s'il l'estime nécessaire, il peut demander une enquête sociale ou une enquête auprès de la gendarmerie ou de la police. Une fois sa décision arrêtée, comment le juge choisit-il la personne à qui il va confier l'exercice de la mesure ? L'article 415 du Code civil précise que la protection d'une personne vulnérable est d'abord un devoir des familles. Ceci impose un ordre de priorité. Tout d'abord, le juge des tutelles veillera à choisir la personne désignée par la personne protégée elle-même, ou alors son conjoint, le partenaire de Pacs ou son concubin s'il y a vie commune. Un parent, la famille par alliance, un proche entretenant avec elle des liens étroits et durables, et en dernier recours, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs professionnels si aucun membre de l'entourage ne peut exercer la mesure, si la personne à protéger ne souhaite pas la désignation d'un membre de son entourage, si la désignation est contraire à ses intérêts, ou si la personne désignée refuse ou est dans l'impossibilité d'exercer la mission.
Bien, donc le juge a désigné soit un curateur, soit un tuteur. Mais on entend parfois parler de subrogé curateur ou subrogé tuteur, ou encore de curateur ou tuteur ad hoc. De quoi s'agit-il ? Le juge des tutelles peut désigner plusieurs curateurs ou tuteurs, ou une personne chargée de surveiller les actes passés par le curateur ou le tuteur. C'est ce qu'on appelle le subrogé curateur ou subrogé tuteur. Lorsqu'il y a conflit d'intérêts entre la personne protégée et son curateur ou son tuteur, le subrogé se substitue à ce dernier. En l'absence de subrogé, le juge nomme un curateur ou un tuteur ad hoc pour agir en lieu et place du curateur ou du tuteur pour un acte bien précis. La désignation du curateur ou du tuteur n'est jamais définitive. Le juge peut à tout moment, et dans l'intérêt exclusif de la personne protégée, procéder à un changement. La crainte de nombreuses personnes sous protection ou encore de leurs proches, c'est de le rester à vie. Qu'en est-il ? La durée est en principe fixée à 5 ans. À l'issue de ce délai, la mesure doit être renouvelée et si la procédure de renouvellement n'est pas initiée, la mesure de protection prend fin à la date d'anniversaire du jugement. À tout moment, le juge des tutelles peut mettre fin à la mesure, l'aménager ou la remplacer par une autre mesure de protection. Et dans l'hypothèse où je serais en désaccord avec la décision du juge concernant un de mes proches, comment puis-je faire pour contester cette décision ? Toute décision du juge des tutelles peut faire l'objet d'un recours dans les 15 jours à compter de sa notification, de la part de la personne protégée elle-même, de son conjoint, partenaire de Pacs ou de son concubin, d'un parent, d'un allié ou une personne qui entretient des liens étroits et stables avec la personne protégée. La personne chargée de la mesure de protection peut elle aussi faire appel de la décision. L'appel est examiné devant la cour d'appel et l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire. Si l'appel suspend la mise en œuvre de la décision du juge des tutelles, elle continue cependant à s'appliquer tant que la cour d'appel n'a pas statué si le jugement précise exécution provisoire, ce qui est généralement le cas. Quelles sont les différentes mesures de protection dont dispose le juge ? Je crois savoir qu'elles sont au nombre de 3. Il existe 3 sortes de mesures de protection. Tout d'abord, la sauvegarde de justice. C'est une mesure provisoire mise en place rapidement pour une durée d'1 an, durant laquelle la personne conserve l'exercice de ses droits. La seconde mesure de protection est la curatelle. La curatelle est destinée à une personne qui, bien que pouvant agir personnellement, a besoin d'être assistée ou contrôlée dans les actes importants de la vie civile. Le curateur ne peut se substituer à la personne protégée et rien ne peut se faire sans l'accord de la personne protégée qui peut continuer à accomplir certains actes. Il existe 2 types de curatelle. La curatelle simple, où la personne protégée accomplit seule les actes de gestion courante, comme percevoir ses ressources, régler ses dépenses, gérer son compte courant, effectuer ses démarches administratives. Elle doit être assistée du curateur, c'est-à-dire double signature, pour les actes importants qui ont une incidence sur le patrimoine, comme un emprunt, l'achat ou la vente d'un bien immobilier, l'utilisation de capitaux. Ensuite, la curatelle renforcée. Ce sont les mêmes règles que celles prévues pour la curatelle simple, mais en plus, le curateur perçoit seul les revenus de la personne protégée et règle ses dépenses à partir d'un compte ouvert au nom de la personne sous protection. Le curateur met ensuite à disposition de la personne protégée l'excédent, c'est-à-dire les sommes restant une fois les dépenses fixes et prévisibles réglées. Troisième type de mesure de protection, la tutelle. Il s'agit d'une représentation continue dans tous les actes de la vie civile. Le tuteur accomplit seul les actes de gestion courante, perçoit les revenus et règle les dépenses en associant la personne protégée en fonction de ses capacités. Concernant les actes importants qui ont une incidence sur le patrimoine, il est indispensable de demander au préalable l'autorisation du juge des tutelles. Il est important de préciser que dans la mesure où son état le permet, la personne protégée, même sous tutelle, décide seule des actes relatifs à sa personne, comme le choix de son domicile, sa santé, l'hospitalisation et les relations personnelles. Il s'agit donc de mesures graduées en fonction de l'altération des facultés personnelles et surtout des conséquences de cette altération sur la capacité de la personne à pourvoir seule à ses intérêts au nom du principe de proportionnalité cité précédemment. Cependant, toutes ces mesures présentent un dénominateur commun. Effectivement, chaque mesure de protection a pour finalité l'intérêt exclusif de la personne protégée.
Elle doit respecter la charte des droits et libertés de la personne protégée, s'exercer dans le respect de la dignité et prendre en compte ses besoins et sa volonté, et si possible, favoriser son autonomie. En cas de désaccord, le juge des tutelles peut à tout moment être sollicité pour un arbitrage. Enfin, très important, certains actes dits strictement personnels ne peuvent jamais donner lieu ni à assistance ni à représentation. Ils sont donc accomplis par la personne protégée, seule, et ceci quelle que soit la mesure de protection. Si elle n'est pas en capacité de les accomplir, elles ne seront purement et simplement pas réalisées. Il s'agit par exemple de la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant, le consentement donné à son adoption ou à celle de son enfant. Il est effectivement utile de rappeler que les mesures de protection, comme leur nom l'indique d'ailleurs, ne sont pas destinées à sanctionner la personne majeure vulnérable, mais bel et bien à la protéger, elle et ses intérêts. Dans ce contexte, le protecteur, qu'il soit curateur ou tuteur, doit se considérer comme un véritable défenseur des droits de la personne dont il exerce la mesure. Vous pourrez retrouver toutes ces informations dans un diaporama enregistré sur cette mallette pédagogique que nous vous invitons à consulter.